D'abord, je remercie le comité d'organisation qui m'a donné cette opportunité de venir exposer mon travail sur les applications des réseaux de neurones dans le domaine alimentaire. Moi qui suis plutôt venu d'un autre univers, des sciences de l'univers, de l'astrophysique. Voilà, donc c'est un travail, c'est un travail que j'ai réalisé avec Monsieur Aïd Kadour ici présent et Madame Anne Listra de l'UMR sur les herbivores à Clermont-Ferrand. Dont la préoccupation majeure de cette UMR, c'est de travailler sur les aspects tendreté et jutosité des viandes. Donc il s'agissait de construire un modèle neuronal qui utilise des images multispectrales dans l'UV visible et dans le proche infrarouge afin de prédire la tendreté et la jutosité des viandes. Donc voici les titres qu'on va développer. Donc j'ai construit ma présentation de sorte à vous présenter de la manière la plus simple et la plus, je dirais, ludique les réseaux de neurones. Je sais que dans la salle, il y a beaucoup de réticence par rapport à ces méthodes parce qu'ils considèrent que c'est une boîte noire. On ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte et vous allez voir qu'elle n'est pas aussi noire que ça, qu'il y a de très très grandes similitudes. Maintenant, connaissant les méthodes de chimiométrie classiques et les outils de l'intelligence artificielle, vous allez voir qu'il y a des très très grandes similitudes. Il y a des coefficients, il y a des poids, et vous allez voir que ça ressemble énormément à la PLS. Mais par contre, c'est un modèle de calcul formel qui s'inspire de l'apprentissage du cerveau. Voilà, donc c'est ça la seule différence fondamentale. Et puis la deuxième différence, c'est qu'on n'essaye pas de ramener un modèle, de coller sur les observations, mais c'est d'essayer à partir des observations de construire le modèle à partir de ces observations. C'est comme ça qu'on a appris, c'est comme ça qu'on apprend l'apprentissage dans la vie, c'est comme ça le cerveau, c'est comme ça il apprend pas par des outils de modélisation, il modélise pas, mais il apprend par renforcement des liens synaptiques entre les neurones. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va mettre en exergue dans cette présentation. Alors, voilà. Alors, déjà, donc, c'est quoi la motivation de ce travail? Donc, au niveau de l'UMR sur les herbivores, ils travaillent beaucoup sur la tendreté des viandes. Donc, parce qu'ils considèrent que c'est le paramètre le plus déterminant et c'est le paramètre, effectivement, quand on mange de la viande, pardon. Quand on mange de la viande, la première, quand on apprécie, la première des choses qu'on apprécie, oui, est-ce qu'elle est tendre ou pas? Tendreté et jutosité. Donc, ils travaillent énormément sur ça. Parce qu'ils considèrent aussi que c'est un paramètre qui permet de fidéliser le client vis-à-vis d'un type de viande. Voilà. Donc, c'est ce paramètre-là qui va influencer justement sa fidélité. Et il existe mais c'est pas un paramètre qui est facile parce qu'il est très très complexe parce qu'il dépend de plusieurs paramètres. Il dépend des conditions de l'élevage, il dépend de caractéristiques du muscle, il dépend de la transformation. Donc c'est un paramètre complexe. Donc pour eux, c'est très très important de développer. Alors quand j'ai commencé à travailler avec Abderrahmane, c'est la première chose qu'il m'a soumis. Il m'a dit que voilà, donc on aimerait bien développer au sein de l'UMR sur les herbivores une technique rapide pour prédire ce que ressent un consommateur, quelqu'un qui est en train de manger la viande. Est-ce qu'on peut prédire, a priori, sur un morceau de viande crue, est-ce qu'il y a possibilité de prédire ce qu'il va ressentir avant? Et si on arrive à développer cet outil-là, ça va être quelque chose d'extraordinaire parce que ça va permettre déjà, sur une chaîne de production, de savoir à quoi ça va servir tel ou tel morceau. Voilà. Donc c'était ça l'objectif. Et puis éventuellement, donc si le modèle fonctionne, il peut être utilisé en utilisant une empreinte spectrale comme une image. Pourquoi l'imagerie? Alors ici, j'utilise pas l'imagerie, j'utilise pas l'information spatiale. Hein, j'utilise uniquement l'information spectrale. Pourquoi? Parce que c'est un outil d'acquisition massif de l'information. Alors des spectres en 5 secondes. Oui, en 5 secondes, vous avez plus de 2 millions de spectres. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé sur trois races et sur 2 muscles. Et ces muscles ont été choisis de façon à créer de la variabilité en termes de tendreté de la viande.
Voilà, donc pour les analyses, donc on a effectué alors pour mesurer la tendreté des viandes, donc il y a une mesure mécanique qui se fait avec cet instrument-là qu'on appelle le Werner Blatzler, qu'on mesure la force de cisaillement, si c'est ça, le shear force, parce que c'est la force de cisaillement. Et puis il y a quatre autres caractéristiques qui sont et ça c'est purement, qui sont faits par un panel d'experts, qui sont l'appréciation globale, la saveur, la tendreté et les résidus après mâchage. Donc, on se retrouve donc avec quatre paramètres et donc quatre paramètres sensoriaux et un paramètre mécanique. Alors, donc on a pris des muscles ayant cette taille-là. Donc les muscles, ils ont été choisis, ils ont été découpés parallèlement à la direction des fibres musculaires. Donc ils ont été stockés à moins 20 degrés dans de l'éthanol et ensuite conservés à moins 20 degrés. Donc on les a alors ils ont été décongelés pendant 5 heures pendant 12 heures à 5 degrés et les acquisitions ont été faites à une température de 25 degrés. Donc voilà un type d'échantillon qui a été utilisé, qu'on place ici sous une caméra multispectrale dont la résolution spectrale est d'une 1200 x 1200 pixels avec 19 longueurs d'onde. Il y a une longueur d'onde dans l'UV, deux longueurs d'onde dans le proche infrarouge et le reste dans le visible. Donc on a en tout, on a utilisé 189 images. Alors maintenant, on arrive au réseau de neurones artificiels. Je vais parler un peu de donc à l'image de la biologie, c'est quoi un perceptron? Un perceptron, en fait, c'est juste une couche de neurones. Une couche de neurones un réseau de neurones, c'est plusieurs couches, c'est plusieurs perceptrons qui sont reliés entre eux. Alors reliés entre eux par ce qu'on appelle des poids synaptiques. C'est ça, les poids synaptiques. Donc, l'objectif, c'est quoi? Donc, le premier perceptron qui est là, il reçoit le signal de l'environnement, il fait un calcul et il fournit une sortie qui va transmettre au perceptron suivant. Donc, la sortie du premier perceptron va être l'entrée du deuxième. Et l'information, elle va se propager dans ce sens-là, jusqu'à la sortie finale. Donc c'est pour ça qu'on appelle feed forward, c'est-à-dire que l'information, elle va se déplacer de l'entrée vers la sortie. Maintenant, une fois que la sortie a été faite, alors l'objectif maintenant, c'est de comparer la sortie du réseau et la sortie attendue. Ici, par exemple, alors c'est un chat, donc il doit dire que c'est un chat. S'il trouve que c'est pas un chat, eh ben il va y avoir ce qu'on appelle un backpropagation, c'est-à-dire que l'information de l'erreur, c'est-à-dire que l'information, elle va repartir en arrière pour dire que non, la réponse, elle n'est pas vraie. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Donc, il va se faire une espèce de mise à jour des poids synaptiques pour qu'il y ait une concordance entre l'image, entre la sortie désirée et la sortie réelle. Voilà. Donc, maintenant, on va donc sur un exemple très, très simple, je vais vous montrer comment fonctionne, qu'est-ce qui se passe à l'échelle d'un seul neurone. Alors, donc, vous avez ici le neurone. Il va recevoir un signal. Donc ici, on va lui initialiser les poids W. Qu'est-ce qu'il va faire le neurone? Eh bien, le neurone, il va faire juste la somme pondérée des signaux avec les poids. On va utiliser une fonction d'activation qu'on applique sur la somme pondérée réalisée par le neurone et on obtient une sortie. Alors, la fonction d'activation, elle sert uniquement à ramener les valeurs donc on choisit la fonction d'activation pour ramener les valeurs de la sortie du neurone entre 0 et 1 ou entre moins 1 et 1 en fonction du problème qui est posé. Alors j'ai dit que c'était un modèle formel qui s'inspire du cerveau. Et ben finalement c'est la même chose pour notre cerveau. Quand on reçoit un stimulus de l'extérieur, en fonction des stimulus, il y a des neurones qui sont activés, il y a des neurones qui ne le sont pas. Voilà, donc fonction. Voilà, donc la similitude, où est-ce qu'elle se fait par rapport à notre cerveau. Voilà, donc on va parler de 3 couches. Dans un réseau de neurones, on part toujours de la couche d'entrée et de la couche de sortie et d'une ou plusieurs couches cachées. Alors la couche d'entrée,
la couche d'entrée et la couche de sortie, il n'y a rien qui se fait. En fait, la couche d'entrée, elle va recevoir le signal d'entrée, ça peut être un spectre, ça peut être une image, ça peut être tout et n'importe quoi. La couche de sortie, c'est celle qui va recevoir la réponse du modèle, mais le cœur d'un réseau de neurones, d'un perceptron multicouche, justement, c'est la couche ou les couches cachées. C'est là, c'est à ce niveau-là que les calculs vont se faire, que les variables vont se mettre en exergue. Voilà, donc c'est quoi backpropagation? Ce qu'on appelle backpropagation, ou bien l'algorithme en français, c'est l'algorithme de la rétropropagation de l'erreur. En fait, c'est la procédure itérative qui permet la mise à jour du processus, le processus de la mise à jour des poids afin d'entraîner le réseau à prédire la réponse qu'on désire. Voilà. Donc le cœur d'un réseau de neurones, c'est l'algorithme de la descente de gradient. Alors je vais partir sur un exemple très très simple où dans le cas où la fonction de transfert ou la fonction d'activation c'est une fonction identité. Donc on va calculer la réponse. Donc on lui soumet au réseau, on lui soumet le signal. Il va calculer la sortie. À partir de cette sortie-là, il va calculer une erreur. Ensuite, à partir de cette erreur-là, il va calculer un incrément, il va incrémenter, on va initialiser d'abord les poids, on va initialiser l'incrément sur les poids. Ici, c'est la mise à jour des poids en fonction du gradient et en fonction du gradient de l'erreur et en fonction aussi d'un paramètre qu'on appelle le taux d'apprentissage ou learning rate. Alors, le taux d'apprentissage, il permet en fait de descendre. C'est une contrainte de douceur qu'on introduit dans l'algorithme afin d'assurer une convergence qui soit douce et que l'algorithme converge vers le minimal global et non pas local. Voilà donc ce qui se passe à chaque itération. Donc on part avec un poids, on part avec un W1, W2. Ça c'est un cas simple à deux dimensions. Donc à chaque itération, on descend vers le minimal de la fonction erreur. Voilà, donc ça c'est les paramètres qu'on doit fixer. Ça c'est les paramètres qui définissent l'architecture des réseaux. Vous avez le nombre de couches, le nombre de neurones de chaque couche. Le taux d'apprentissage et le nombre de cycles d'apprentissage. Alors, ici, je vais vous présenter rapidement les résultats. Alors, donc, on avait 189 échantillons qu'on avait divisés en deux parties, donc un ensemble d'apprentissage et un ensemble de validation. Donc, on construit le modèle avec l'ensemble d'apprentissage et on le valide avec c'est la méthode, c'est la procédure classique. Donc voilà, donc les résultats, ils sont présentés sous forme d'une matrice de confusion. Donc, alors ici, vous avez sur la diagonale, vous avez les classes qui sont, les échantillons qui sont bien classés et les éléments qui sont hors diagonale, c'est les éléments qui sont mal classés. Donc ici, par exemple, pour le shear force, on trouve un taux de non-erreur global de 80,7%. Pour l'appréciation globale, on trouve un 84,2%. Et pour le goût, on trouve un 82,4%. Et pour la tendreté globale, on trouve un 87,7%. Voilà, en guise de conclusion, donc on va dire que voilà, donc on a trouvé des performances qui sont assez bonnes. Malgré le nombre limité d'échantillons, on a travaillé qu'avec un nombre de 132 échantillons et une très très faible résolution spatiale. Parce qu'à 19 longueurs d'onde, c'est vraiment très très compliqué de résoudre des problèmes de 3 ou voire de 3 classes ou voire de plus. Donc ces prédictions pourraient être améliorées en utilisant un plus grand nombre de données, parce que le nerf de la guerre des réseaux de neurones, c'est le nombre, plus on a des échantillons, plus le réseau il apprend mieux. Et surtout, ce classificateur peut être utilisé pour prédire d'autres paramètres biochimiques. Et je vous remercie.
Bonjour Lies, merci pour cette présentation. Tu as dit en entrée de jeu que c'était pas des blagues des boîtes si noires que ça en fait, qu'elles étaient plutôt assez claires même. Et finalement, sur tes résultats, là, qu'est-ce qui influe sur la tendreté? Est-ce qu'il y a des pixels qui sont reliés à quelque chose de particulier? Est-ce que tu as éclairci à ce niveau-là éventuellement? Alors effectivement, donc on ne sait pas, effectivement, on ne sait pas comme l'influence de tu veux dire l'influence des spectres sur l'influence des. Alors la réponse à laquelle on cherche pas. Alors, je vais renvoyer une autre question. Est-ce que vous savez, voilà. Est-ce que vous savez, est-ce que vous faites confiance aux prévisions météo? Est-ce que vous savez comment ça marche, les prévisions météo? Ils marchent exactement sur le même principe. On regarde dans l'histoire ce qui s'est passé, on compare et on construit un modèle qui nous permet de. On ne cherche pas, effectivement, dans les réseaux neuronaux, on ne cherche pas à déterminer quelle est l'influence de tel paramètre sur tel paramètre, mais utiliser l'expérience pour prédire. L'objectif, c'est de la prédiction et ce n'est pas de chercher quelles sont les longueurs d'onde ou les variables qui ont de l'influence sur le résultat ou sur une caractéristique donnée. On avait une dernière question, mais juste on y va. Alors. Allez, suivez le poste. Juste un commentaire. Alors vous faites des acquisitions de cubes de données hyperspectrales. Oui. Et qui vous donnent une information extraordinaire puisqu'il y a l'hétérogénéité. Et derrière, vous n'exploitez que des spectres moyens, si j'ai bien compris. Alors, ce n'est pas des spectres moyens tout à fait. On fait pas. Alors, personnellement, pour augmenter un peu le nombre de données, alors je considère, par exemple, si j'ai un cube de données de classe A, effectivement, j'ai essayé de faire cette approche, ça n'a pas marché. Alors, si j'ai un spectre... Alors, je prends, à partir d'un cube de données, il y a un nombre astronomique de spectres. Je considère la classe A. J'attribue, au lieu de prendre un spectre, je prends un ensemble de spectres. Un ensemble de spectres, c'est-à-dire je prends jusqu'à 1000 ou 2000 spectres que je considère comme de classe A. De cette façon-là, c'est pour augmenter un peu la base de données d'apprentissage. Je ne prends pas la moyenne du cube. Mais en général, quand on met en place une méthode de classification sur des cubes de données multispectraux ou hyperspectraux, on utilise tous les pixels. Il y a des méthodes pour faire ce genre de choses. Vous auriez intérêt à procéder comme ça. C'est-à-dire, il faut... D'accord. Merci.